Alors justement, pour en finir sur ce point-là, est-ce qu'il y a une personne dans l'équipe de Mortier qui justement agit comme une personne, vous l'avez mentionné il y a quelques instants, qui va regarder, voir si effectivement le tir a bien atteint sa cible ou non? Un genre de guetteur ou quelqu'un qui regarde? Théoriquement, oui, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est conseillé et c'est ce qui est demandé. Et ce guetteur se tient où normalement? Ce guetteur se tient à une distance raisonnable par rapport à la cible. Hein. Mais c'est entre vous et la cible, mais à une distance raisonnable hein, où il peut mieux voir, soit avec ses deux yeux ou bien avec un autre appareil quelconque, pour mieux vous renseigner. D'après votre entraînement, connaissance, vous êtes en mesure de nous dire quelle est cette distance? « 150 à 200 mètres environ, hein, si je peux estimer, oui. Ça, c'est en ville. Sinon, en race campagne, 100 mètres, c'est suffisant. Alors, Monsieur le témoin, d'après vos connaissances et votre formation, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation particulière pour utiliser le mortier? Une autorisation particulière au combat, je dirais oui, en même temps non. Alors, commençons par, vous dites en oui et non, commençons dans quelles circonstances vous en avez besoin justement de cette autorisation. Et on va parler par la suite de quel genre d'autorisation il s'agit. Pour avoir l'autorisation, vous voyez, dans mon pays, le règlement de discipline générale dit que les ordres sont exécutés littéralement, sans murmure ni hésitation. Mais lorsqu'elle engage la responsabilité pénale de l'exécutant, il peut discuter la manière dont il veut exécuter l'ordre. Le mortier de 120, lorsqu'on veut le tirer en pleine ville, en agglomération, pour détruire un site ou bien, que sais-je, oui, il faut demander à celui qui vous a donné l'ordre de tirer, même s'il le faut, séance tenante, avec son stylo et puis un bout de papier. Il écrit, je déclare vous avoir demandé, monsieur Tantan, ou bien soldat Tantan, vous avoir demandé de faire tant, et puis il signe, vous donne. Vous empochez, et puis maintenant, vous tirez. Pour que demain, comme c'est en ville, demain, si X ou Y se plaint que il a reçu tel ou tel impact de l'obus, qu'il porte plainte contre vous n'importe où, vous pourrez arriver présenter ce bout de papier ou bien cette demande. Mais quand c'est en race campagne, on n'a pas besoin d'autorisation de quoi que ce soit, non. De deux, même en pleine ville, si notre position est attaquée, ben, vous conviendrez avec moi qu'on n'attend pas. Hein. On tire. Même avec le mortier, on utilise ce qu'on a. Voilà. Mr. Garcia, Le président, Monsieur Garcia, est-ce que vous pouvez passer de la théorie à ce qui s'est passé concrètement ces jours-là? Monsieur Garcia, oui, bien sûr, Monsieur le Président, j'y arrive. Je voulais simplement aborder les aspects théoriques, les connaissances du témoin, après quoi j'allais aborder ces questions pratiques. Et
parlez d'autorisation. Cette autorisation, elle vient de qui normalement? Cette autorisation, si je suis tireur, c'est mon chef de pièce qui me donne l'ordre de tirer. Avant de tirer, je vérifie qu'il a l'autorisation écrite. Si c'est en race campagne, et je dis en race campagne, en pleine ville. En tant que tireur, je demande au chef de pièce s'il a l'autorisation écrite. Mais en tant que chef de pièce, je me réfère au chef de peloton, est-ce qu'il a l'ordre écrit? Parce que verbalement, c'est votre bouche contre la mienne, c'est compliqué. Voilà. Et cette autorisation, elle vient de qui? Celle qui est donnée au chef de peloton? Normalement, elle vient du commandement de l'unité ou bien du commandement sur place sur le terrain. Voilà. On peut être amené à faire des manœuvres conjointes avec d'autres unités où il y a un chef. Normalement, lui, il donne les ordres, on exécute. Quand on est seul, l'ordre peut venir depuis la base, exécute. Et savez-vous qui donne l'ordre à la base, ou chef ou commandant d'unité? Mais il n'y a qu'un seul chef. On est militaire, c'est le commandant d'unité. Il n'y a qu'un seul chef. Vous avez mentionné à plusieurs reprises que c'était des mortiers russes. Comment est-ce que vous savez comment est-ce que vous avez cette information, connaissance de leur provenance russe? Oui, pendant mes stages et mes formations, j'ai été instruit par des instructeurs russes sur ces armes. Et puis, tous les manuels étaient en russe. Donc, même le matériel, les obus, le reste, les clés, tout le matériel sur lesquels c'était les écritures russes. D'accord, monsieur le témoin. Alors, je vais simplement vous poser des questions en y allant de façon chronologique de certains faits dont vous avez été témoin avant la crise post-électorale et durant la crise post-électorale. Vous, avant la crise post-électorale, est-ce que vous avez déjà été convoqué à la présidence? Ou est-ce que vous avez déjà participé à une quelconque réunion ou meeting là-bas? Meeting, non. Je ne dirais pas c'est un meeting. Je me souviens à son temps, avant la crise post-électorale, le président Gbagbo avait invité tous les FDS pour leur parler au palais de la présidence. Je crois que c'était dans la salle, n'est pas perdu, hein, je crois. J'étais désigné dans la délégation de mon unité. Ce jour-là, il est venu, il a parlé à toutes les forces de défense et de sécurité. Il a écouté. Après, on est rentré au Bercail, c'est tout. Et vous étiez là à quel titre? Est-ce qu'on vous avait invité? Toutes les FDS étaient invités. Et mon unité m'avait désigné pour être dans la délégation. C'est pourquoi j'étais présent. Vous rappelez-vous des autres personnes qui étaient là, présentes? Plus. Ça fait de bonnes années. Il ne me rappelle plus. Est-ce que vous vous rappelez ce qui a été dit? La seule chose que je me rappelle, je crois qu'on était au nombre de 5. Hein. Sinon, ce qui a été dit, non. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Peut-être que... Non. Alors, monsieur le témoin, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur cette question.
Et je fais référence au IRN CIV OTP 0039 0143. D'ailleurs, c'est le même document auquel j'ai fait référence antérieurement pour une autre question, un autre paragraphe. Et c'est le paragraphe 37 qui se trouve à la page 0152, la page 10 de la déclaration. Vous avez dit aux enquêteurs, Monsieur le témoin, un jour, quelques mois avant la campagne, le président Gbagbo a convoqué toutes les forces. And I quote, Et je cite pour le compte-rendu. Dites bien quand vous citez, s'il vous plaît. Enquêteurs, Monsieur le témoin, et je vais citer ce que les enquêteurs ont pris en note. Paragraphe 37. Un jour, quelques mois avant what you said, the prosecutor. Le procureur cite vos propos. C'est exactement ce que vous avez dit aux enquêteurs. Il vous cite mot à mot. Vous avez dit aux enquêteurs. D'accord? C'est durant votre entrevue le 15 ou 23 janvier 2013. Alors, je vais vous lire le paragraphe 37 de cette déclaration, de ce que vous avez dit. Alors, et je cite, un jour, quelques mois avant la campagne, le président Gbagbo a convoqué toutes les forces armées à la présidence. Moi, j'étais aussi présent. Et pendant cette réunion officielle, il a lâché l'expression « Vous les chefs, si je tombe, vous tombez aussi ». Tous les généraux étaient présents. Il y avait le chef d'état-major Mangou, le commandant de la gendarmerie Kassaraté, le directeur général de la police nationale, général Brindou, le général Dogboblé, qui était le commandant de Palais, le général Deto Leto, commandant des forces terrestres, le général de la marine Faucigno et le commandant des forces aériennes dont le nom ne me vient pas à l'esprit maintenant. Ils étaient tous là avec ses collaborateurs. Chaque corps avait aussi désigné des représentants pour participer à cette réunion et moi j'étais parmi les désignés pour le bazar. Alors, maintenant que je vous ai lu cet extrait du paragraphe 37, est-ce que ça vous permet de bien réfléchir à la question que je vous ai posée? Oui, il me rappelle maintenant. Il me rappelle. Alors, l'extrait que je viens juste de lire, l'information est correcte? C'est vrai? Si. Mais, monsieur le témoin, vous avez dit quand même qu'il y a quelques jours, vous avez relu votre déclaration. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? C'est le juge. But you read also this part. Et vous avez lu ce passage, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'avais pris des notes pour ne pas oublier. Sinon, j'ai tout relu. Okay. OK. Monsieur Garcia, reprenez, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, savez-vous s'il y avait des milices ou des miliciens qui faisaient partie des forces terrestres, que ce soit, ou qui étaient présents dans les camps, que ce soit avant la crise post-électorale ou après? Avant la crise, à ma connaissance, non. Mais pendant la crise, oui. Alors, pourriez-vous nous dire ce que vous savez à ce sujet? Première des choses, est-ce qu'il y avait des miliciens, membres de la milice dans Oubaza, dans votre camp? Ben, je ne sais pas si c'est des miliciens, on va les appeler, parce que c'est des éléments qui n'ont pas été recrutés dans les règles de l'art de mon pays, dans l'armée, et qui ont été dispatchés dans les différentes unités. Et mon unité avait reçu, je ne sais plus bien si c'est une trentaine de personnes,
pendant ce temps, d'autres commandants d'unité avaient refusé, comme quoi c'était pas des militaires, ils n'avaient pas été recrutés comme des militaires, et comme on recrutait des militaires. C'est tout. Alors, ces personnes qui ont été recrutées, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quand cela s'est produit? Je n'ai pas besoin nécessairement d'une date, mais c'est peut-être vous pouvez faire un rapport avec un événement quelconque ou quelque chose, simplement pour nous donner une idée. Oui, les éléments avaient été recrutés. Au moment où on a reçu les éléments, c'est que, en réalité, c'était après l'annonce des résultats des élections, où ça ne me plaît pas, mais je n'aime pas trop répéter, mais je suis obligé de le dire là, il y avait 2 républiques dans mon pays. Il y avait... Ça, on a bien compris. Voilà. Et je veux simplement, je ne veux pas nécessairement qu'on s'en embarque sur une autre ligne de réponse ou de questions. Simplement, si vous pourriez nous situer, alors vous dites que c'est à quel moment que ces gens-là, ces éléments, ont été recrutés dans votre camp ou qu'ils sont arrivés physiquement dans votre camp? En tout cas, c'était pendant la période où on parlait des panels des chefs d'État qui venaient pour, je ne sais pas, nous aider à trouver une solution à la crise. C'était pendant cette période. Et durant cette période de temps, à cette époque-là, si je comprends bien, vous étiez au nouveau camp à Quedo, quand ils sont arrivés. Oui. Et leur arrivée au nouveau camp à Quedo, est-ce que leur entraînement ou leur formation, s'il y en a une, était régulière ou irrégulière? Bon, ils sont arrivés à un moment où chacun déjà luttait, si je peux le dire comme ça, chacun luttait pour trouver des moyens ou des techniques pour survivre, parce que la crise était déjà accentuée jusqu'à un autre niveau. Donc, pour parler de formation, je ne peux pas dire qu'il y avait une formation comme ça, non. Parce qu'ils sont arrivés au même moment, on les mettait dans les services. Et puis voilà, c'est sur le terrain, on leur apprenait un peu le b.a.-ba. Voilà. Alors, normalement, lorsqu'une personne est recrutée et qu'elle est affectée à une unité, que ce soit le BASA ou une autre, comment est-ce que ça se passe normalement? Qui recrute cette personne et de combien de temps faut-il pour les former? Qui recrute, je ne sais pas, mais seulement que je sais qu'il y a un service au niveau du ministère de la Défense qu'on appelle le service national. Et pour moi, c'est eux qui recrutent, qui écrivent, qui font le point de ceux qu'ils ont recrutés au ministre, je crois. Et puis, il y a un site qui est désigné, ou bien un camp militaire qui est désigné pour leur formation. Moi, pour mon cas, j'ai fait 6 mois, mais je crois que c'est 3 mois. 3 mois après, ils sont affectés dans les différentes unités. Moi, j'étais au Baza. Au Baza, quand tu arrives, tu fais une première formation. Le certificat, chose pratique numéro 1, parce que c'est des grosses armes, ça demande beaucoup plus de discipline et de discernement. On appelle ça le CP1, certificat pratique numéro 1. Ça, on te met dans le bain, comment vit un artilleur, qu'est-ce qu'il fait, voilà, machin. Et après, vous faites le CA1, que je vous ai dit, j'ai fait 3-4 mois, le CA2, environ 3-4 mois, et puis voilà. Mais à partir du CP1 déjà, bon, vous pouvez être utilisé déjà sur une arme d'artillerie. Parce qu'il y a des éléments qu'on vous apprend déjà par rapport à votre rôle que vous jouez.
Simplement pour que ça soit clair, la formation CP1 dure combien de temps? Je crois que vous l'avez dit, mais je veux simplement que ça soit clair. 45 à 3 mois, hein. 45 jours à 3 mois. À votre connaissance, ces éléments qui sont arrivés, vous avez donné une certaine estimation du temps. Est-ce qu'ils ont subi n'importe lequel de ces 3 stages de formation, CP1, CA1 ou le CA2? Non. Vous dites qu'ils ont été utilisés ou services, c'est quoi ou juste? Est-ce qu'ils ont été utilisés pour des missions? Pour des missions, je n'en ai pas fait avec d'autres, mais je crois. Mais des services, si, j'ai pris des services de garde avec d'autres. Afin qu'on puisse bien se comprendre, c'est quoi les services? De quoi parle-t-on au juste? Bon, On a parlé de mission et là, maintenant, on parle de services, c'est quoi? bon, moi, j'appelle service quand vous êtes de garde au cantonnement. Et j'appelle mission lorsque vous êtes des services hors du cantonnement. Vous avez parlé de ces éléments-là. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'ils provenaient de groupes en particulier? Groupe en particulier, je ne comprends pas bien. Permettez-moi, qu'est-ce que vous entendez par groupe? Ces éléments-là qui sont arrivés, est-ce qu'ils avaient déjà appartenu à d'autres, à des groupes, n'importe lequel? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Monsieur le témoin, j'aimerais ça, maintenant qu'on aborde la question des missions que vous avez eues à subir. Est-ce que vous avez fait des missions pendant que vous étiez situé au nouveau camp Akwedo? Oui. Quel genre de mission? Des missions de sécurité, des missions de défense. Voilà. Et dans le cadre de ces missions de sécurité et de défense, est-ce que vous avez eu à aller à certains endroits en particulier, hors du camp Akwedo, nouveau camp Akwedo? Bien sûr. Alors, pourriez-vous nous dire à quels endroits vous êtes allé en mission? Et là, je parle évidemment durant la crise post-électorale. Oui, j'ai été en mission au camp commando d'Abobo, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, au carrefour de Sivkov, où il y a l'académie à cette Mimosa, je ne sais plus comment on appelle ça, chose assez un poutou, non? Oui. Comme en carrefour Marie-Thérèse aussi. Can you please repeat your answer? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter votre réponse et parler plus clairement dans le micro? Sinon, les interprètes n'arrivent pas à bien saisir votre réponse. Merci. J'ai dit que
j'ai effectué des missions à l'escadron commando d'Abobo, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, au carrefour Mputo, qui est à Cocody, vers l'hôtel du Golfe, au carrefour Marie-Thérèse, qui est aussi sur la voie du Golfe, l'hôtel du Golfe toujours. Voilà. Simplement, Monsieur le témoin, vous avez parlé du carrefour Mputo. Est-ce que vous pourriez simplement l'épeler pour nous, celui qui est près du Golfe? Mputo, bon, M apostrophe P O U T O. Alors, dans un premier temps, Monsieur le témoin, je vais m'intéresser à vos missions au carrefour Mputo et le carrefour Marie-Thérèse. Si je comprends bien, les deux endroits sont près de l'hôtel du Golfe. C'est exact? Oui. Alors, brièvement, en quoi consistaient vos missions à ces endroits? Au départ, on était allé pour sécuriser, on était allé pour la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'hôtel du Golfe. Depuis la base, on nous avait laissé entendre que les consignes étaient d'empêcher toute personne qui veut entrer ou sortir de ce lieu avec une arme. Et on a continué, jusqu'à ce qu'un jour, je ne me rappelle plus de la date, où les instructions ont changé. Comme quoi, il n'était plus question que quelqu'un de l'extérieur entre. C'est-à-dire que nous dépasse pour aller à l'hôtel du Golfe. Et il n'était plus question que quelqu'un qui quittait l'hôtel du Golfe nous dépassait aussi pour venir en ville. En un mot, on avait couramment l'habitude d'appeler ça un blocus. Voilà. Une mission de sécurité, ça a évolué. Et voilà, on ne passe plus pour aller, on ne passe plus non plus pour sortir. Voilà. Alors, vous nous avez parlé que dans un premier temps, c'est une mission de sécurité. Qui avait ordonné cette mission de sécurité? Vos ordres provenaient de qui? Eh bien, les ordres sont venus de mon unité. Les ordres étaient venus de mon unité. De qui? Mais je vous ai dit qu'on est militaire. Un ordre qui vient de l'unité, c'est le chef de l'unité. Je vous ai déjà mentionné son nom. Alors, c'est le colonel Dadi. C'est bien ça? Oui, c'est lui qui était mon commandant d'unité. Je comprends que c'est clair pour vous, Monsieur le témoin, mais je vous pose la question simplement pour que ce soit clair dans le dossier. D'accord? Alors, et cette mission de sécurité, vous étiez combien y aller sur les lieux? Un nombre exact, je ne saurais, mais le nombre d'armes lourdes, oui. Il y avait un bitube et une 12-7. Je crois que le bitube utilise 5 personnes, la 12-7 aussi. Donc environ 10 personnes. Alors, pendant que vous étiez là, dans cette première partie, la mission de sécurité que vous l'avez appelée, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui commandait sur le terrain? Mais évidemment, maître. Évidemment. C'était qui? Bon, c'était des officiers qui se relayaient.
comme moi aussi, j'étais relevé aussi en fréquence. Alors, je comprends qu'il y avait des membres de votre unité de la BASA qui étaient là. Est-ce qu'il y avait des membres d'autres unités qui se trouvaient sur les lieux? Oui, au début, oui. Au début, oui. Lesquels? Si j'ai une bonne mémoire, le bataillon blindé et le commando parachutiste, je crois. Oui. Alors, qui étaient les personnes qui étaient là au sein du commando parachutiste? C'était la même chose comme chez nous. Hein. Ils venaient avec des officiers qui les commandaient et des éléments comme nous. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement c'était qui. Mais c'était la même configuration. Seulement que les armes étaient différentes. Sinon, voilà. Et je vous ai posé la question il y a quelques instants, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était en charge de cette mission sur le terrain? Personne en particulier? Au départ, non. On recevait les ordres depuis notre base et on venait. Mais après, quand c'est devenu un blocus, si. C'était qui? Il y avait, je ne sais plus quel grade ils ont, sinon c'était 2 capitaines. Il y avait Adsen Ake et puis Zadi, c'est son prénom qui m'échappe là. Zadi, je ne sais plus, voilà. Mais c'était les 2 du BCP. Là, vous dites que c'est après qu'ils sont devenus les chargés de cette mission, les commandants sur les terrains? Les 2 capitaines, Adsen Ake et Zadi du BCP? Oui, puisque je vous ai dit qu'au départ, c'était une mission de sécurité. Donc, on venait des différentes unités. Chaque unité, les éléments de chaque unité venaient avec ses instructions et on prenait le service. Après, quand la mission a changé, évidemment, il fallait réorganiser les choses. C'est là qu'on a eu les 2 chefs. Est-ce que vous vous rappelez de combien de temps s'est écoulé entre le fait que ce soit une mission de sécurité, une mission par la suite, vous avez parlé de blocus? Je ne sais plus exactement, mais 2 semaines à 1 mois hein, environ. 2 semaines à 1 mois environ. Et vous, monsieur le témoin, est-ce que vous avez su de qui prenaient leurs ordres, ces capitaines, Adsen Ake et Zadi, du BCP? Je ne vois pas. Parce que, bon, mais moi j'imagine que l'ordre venait depuis l'état-major. Hein. Vous avez également parlé de mission à la Maca. C'est exact? Oui, À la maison d'arrêt. oui. Qui est en charge de cette mission-là et quel était le but de la mission? Le but de la mission, c'était de sécuriser la maison d'arrêt et de correction et ses alentours parce que
il y avait des menaces d'attaque de la MACA pour libérer les prisonniers. À ma connaissance, je crois qu'il y avait 2 officiers. C'est le deuxième nom, je ne sais plus. Je crois qu'il était de bébé, mais l'autre était de mon unité, mon commandant en second, capitaine Goué. Le second, je crois qu'il était du bébé ou je ne sais plus. Mais il y en avait 2. Et vous nous avez également parlé des missions à Abobo. C'est exact? Oui, maître. Alors, c'est la mission, vous alliez où à Abobo? J'ai dit à l'escadron commando. Est-ce qu'il y a un camp en particulier où vous êtes allé? Oui, un escadron de gendarmerie, oui, c'est un camp militaire. Oui. Alors, est-ce que c'est bien le camp commando de l'escadron de la gendarmerie? Exact. Et quel était l'objectif de vos missions au camp commando? Assurer et faire des patrouilles pour assurer la sécurité de la population. C'était ça l'objectif. Et lorsque vous alliez là-bas, comment est-ce que ça se passait au juste? Est-ce que vous alliez là-bas directement ou de votre nouveau camp à Quedo? Comment ça se passait? Au départ de l'unité, on partait tout droit au camp commando. D'ailleurs, c'est ce que les autres unités, parce que ce n'était pas mon unité seule qui prenait service là-bas, qui assurait cette mission. Au départ, chacun quittait dans son coin pour rejoindre. Arrivé à un moment, les unités venant en petit nombre ou bien en petit groupe étaient régulièrement attaquées. Ils essuyaient des coups de feu. Alors, le commandement a décidé que pour venir au camp commando, toutes les unités devaient se rassembler au niveau du camp de gendarmerie d'Agban. Et du camp de gendarmerie d'Agban, on fait une file indienne, on prend la voie jusqu'à l'escadron commando. Voilà. Et lorsque vous rendiez au camp commando, vous restiez là pendant combien de temps avant d'être relevé? Au départ, c'était 24 heures. Après, c'est devenu 48 heures. Ensuite, une semaine, mais là, je n'ai pas participé à une semaine. Mais j'ai participé à 24 heures, 48 heures. Et qu'est-ce qui a fait en sorte, d'après vos connaissances, que les temps de relève ont été étendus par la suite ou élargis de 24 à 48 à une semaine? Oui, parce que la fatigue se faisait sentir. Il faut gérer le personnel. Les responsables en ressources humaines commençaient à réfléchir comment gérer le personnel, puisque le temps était long. 2, certains de nos collègues commençaient à tomber assez malades, qui venaient s'ajouter encore à la fatigue. Et 3, comme je l'ai dit, l'entrée et la sortie d'Abobo n'étaient pas vraiment comme si c'était une entrée à l'église et une entrée et sortie à l'église. C'était pas, arrivé à un moment, c'était plus facile. Voilà. Your Honors, I'm mindful of the time. I believe that... Je regarde la pendule, Madame, Messieurs les juges. Il ne reste qu'une minute. Je pense qu'il serait bon de faire la pause. Et je n'en ai pas pour très longtemps après le déjeuner. Après la pause, le président. Eh bien, nous allons faire donc la pause café. Vous avez une demi-heure de pause. Tout le monde se reposera, les cénotypistes et les interprètes aussi. Et nous reprendrons donc dans une demi-heure. La séance est levée.